Moi qui ai mangé du poisson tout au long de ma vie, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont appris à pêcher et qui me permettent d'avoir du poisson frais dans mon assiette. Direction au stand, son port de pêche et ses pêcheurs. Toute une vie passée en mer à braver les tempêtes et le roulis, rien que pour satisfaire notre appétit. Quel plaisir de pouvoir observer tous ces professionnels nous ramener quantité de bonne nourriture. Une fraîcheur garantie par cet incessant manège. C'était incroyable de constater qu'un si petit bateau puisse pêcher tant de poissons. Cependant, une discussion avec l'une des personnes présentes me rendit perplexe. Les mers européennes sont devenues pauvres. Nos mers sont pauvres. Pourtant, chaque fois que je vais à la poissonnerie, le choix qu'on me propose paraît plutôt riche. Bon, admettons. Mais pourquoi on aurait moins de poissons? Différentes espèces de poissons de mer disparaissent par surpêche. De la surpêche? Plus de poissons? Apparemment, ce que voulait dire Willy, c'est que durant les 50 dernières années, les principales zones de pêche du Nord ont été surexploitées par des bateaux industriels. Nos stocks de poissons sont à présent si faibles que la sonnette d'alarme a retenti. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de me rendre au plus grand salon du poisson en Europe, le Seafood à Bruxelles. Et force est de constater que Willy, il avait peut-être tort. Car à Seafood, tous les pays européens étaient présents. Et sur leur stand du poisson, il y en avait à profusion. De toutes les tailles, toutes les sortes, de toutes les couleurs. On pouvait même le déguster sur place. Les professionnels des 5 continents s'étaient déplacés pour vanter les qualités de leurs produits. Il y avait l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique. L'Afrique, elle est où? Après avoir sillonné toutes les allées du salon, je trouvais enfin l'unique stand africain. Alors, il est où le poisson africain? La plupart des poissons que vous avez ici, c'est les poissons du Sud, qui sont mis sous d'autres emballages avec un autre label. Donc, tous les poissons que j'ai vus ici sont des poissons qui viennent du Sud? D'Afrique? Mince. Mais alors Willy, il avait raison quand il disait que dans le Nord... Qui a moins de poissons, hein? Au Nord, il n'y a plus de poissons. Par contre, au Sud, les mers en regorgent. Donc ces pays nous envoient leur surplus. Mais nous, on leur envoie quoi en échange? Prenons l'exemple de l'Afrique et de l'Europe. En Afrique, la mer est remplie de poissons. En Europe, on élève plein de poulets. Au bout du compte, l'un et l'autre ont tellement de poissons et de poulets qu'ils ne savent plus quoi en faire. Dans ces cas-là, il suffit de vendre ce que l'on a en trop aux autres. C'est ce que l'on appelle du libre-échange. De sorte que l'Afrique peut vendre plus de poissons à l'Europe, et l'Europe, plus de poulets à l'Afrique. Tout le monde vend, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde est content. L'Europe, comme l'Afrique. Et en matière de pêche, le Sénégal est le leader africain. Un pays tourné vers l'océan, tourné vers ses milliers de pirogues et ses pêcheurs traditionnels. Une population entière vivant du commerce de la pêche. D'ailleurs, qui aurait pu croire que tout ce poisson sorti des pirogues arrive dans nos assiettes? C'est tout ce qu'il y a? Il n'y en a pas tant que ça du poisson. C'est pas normal, il doit bien de quelque part. Déjà que dans nos mers on n'en a plus, ne me dites pas qu'en Afrique c'est pareil. Chaque année, les poissons diminuent. La mer doit reposer. Chaque année, ça devient de plus en plus rare la ressource. Grosso modo, les espèces de fond ont beaucoup disparu. Mais cela est lié au fait qu'il y a eu une surexploitation industrielle des ressources. Ben ça alors, les bateaux industriels africains ont aussi vidé leur mer. Et pour couronner le tout, leurs énormes filets déployés au large forment une barrière qui empêche les poissons d'arriver dans la zone de pêche artisanale. Malgré cela, comme chaque jour est dès l'aube, les villageois se réunissent sur la plage pour assister au départ des pêcheurs traditionnels. Ces derniers emmènent leur embarcation affronter la mer, tout en sachant que les chalutiers n'auront laissé que les restes d'une pêche intensive.
Ces différents chalutiers de pêche que vous voyez sur la côte sénégalaise en ce moment proviennent pour la plupart de deux continents, l'Europe et l'Asie. Quoi? Les bateaux industriels du Nord viennent pêcher en Afrique? Pourquoi ces bateaux étrangers viennent pêcher chez nous? Mais parce que simplement il y a les accords de pêche. Donc on est obligé de respecter cette loi internationale. Pouvant permettre à ce que les bateaux européens puissent arriver légalement et partager sous la formule d'accord ce qu'il y a comme ressources halieutiques au Sénégal, en Sierra Leone, en Mauritanie, en fait en Afrique. Ces bateaux étrangers viennent pêcher dans nos eaux, mais en contrepartie, ils nous reversent une certaine indemnité, quoi. Il y a une contrepartie fixée par l'État sénégalais. Après l'épuisement de leurs ressources halieutiques, les bateaux européens, américains et asiatiques sont allés exploiter les zones de pêche du Sud. Donc en fait, les bateaux européens paient à l'Afrique le droit de pêcher dans ces eaux. Après avoir pêché, surgelé et emballé les poissons africains, les Européens les vendent, et il faut bien le dire, avec un maximum de profit. En Europe, ceux qui élèvent des poulets reçoivent de l'argent du gouvernement afin de soutenir l'exportation. Du coup, les poulets européens sont vendus en Afrique à un prix défiant toute concurrence, défiant même le prix des poulets africains. Résultat, les poulets africains ne se vendent plus, les petits producteurs locaux se retrouvent sans travail et sans argent. L'Europe s'enrichit pendant que l'Afrique s'appauvrit. Les conséquences de ces politiques de surexploitation des eaux africaines sont énormes. D'abord, ces conséquences ont eu comme effet de rendre plus intense la pauvreté. Les communautés qui vivent de la pêche gagnent de moins en moins d'argent. Cela touche bien sûr les pêcheurs, mais aussi les transformatrices. Ces femmes qui nettoient le poisson avant qu'il ne soit vendu sur les marchés. Pour elles, les conditions de travail ne font qu'empirer. Pour les vendeuses aussi, les conséquences sont énormes. Sur les marchés africains, on peut constater qu'elles attendent inlassablement les rares acheteurs. Car ces dernières années, la diminution sévère du poisson a entraîné une forte hausse des prix. Et comme la population est de plus en plus pauvre, seules les personnes aisées ont encore les moyens de se procurer du poisson digne de ce nom. Avec les accords de pêche, avec, comment dirais-je, avec l'exportation du produit, il y a certaines espèces qu'on n'arrive plus à manger chez nous. Parce que ça coûte cher. Nous, on ne mange pas de tchof, on le vend. On ne mange pas du mérou, on le vend. On ne mange pas de dantec, on le vend. La raréfaction du tiof et des autres espèces nobles comme le bar, la dorade ou le mérou a entraîné les pêcheurs traditionnels dans un système vicieux. Vendre le peu de gros poissons qu'il leur reste en vue d'une exportation vers l'Europe, ou les manger et ne plus pouvoir subvenir aux besoins financiers de leur famille. Le choix est malheureusement simple. Et l'inexistence des chaînes de froid au Sénégal contribue également à cette exportation forcée. Aussi, c'est dans une certaine hâte que les poissons sont empaquetés et envoyés vers Dakar, où ils transiteront avant d'atterrir dans nos assiettes. Les accords, ça nous amène beaucoup d'argent, mais ça pille nos ressources halieutiques. Et c'est ça notre pétrole en quelque sorte, nous les Africains. Et maintenant, la mer ne peut pas nourrir les pêcheurs sénégalais. Donc, je crois que le Sénégal n'a pas le droit d'aller signer des accords de pêche avec l'Union européenne. Comment toutes ces personnes arrivent à survivre, comment toutes ces personnes arrivent à vivre de la pêche? C'est la seule activité que l'on connaît ici. Donc, si on ne la préserve pas, alors nous risquons vraiment une situation catastrophique. Tous ces pêcheurs que j'ai vus, comment font-ils pour gagner leur vie s'il n'y a plus de poissons dans leurs eaux? Comment font-ils pour nourrir leur famille si le peu de poissons qui leur reste sont les gros bateaux européens qui viennent le pêcher? Comment font leurs enfants pour grandir sainement s'il n'y a plus de poissons dans leur assiette? Mais comment elle fait cette population pour vivre?
ce que l'on constate dans ces accords, c'est que c'est des accords qui défavorisent la pêche artisanale et qui davantage donc pillent les ressources au profit de l'Europe. Ils favorisent la communauté européenne et le gouvernement sénégalais, mais ils ne favorisent pas les villageois. Notre patrimoine, nous, en tant que pêcheurs, c'est la mer. Mais si le gouvernement du Sénégal vend la mer à l'Union européenne ou d'autres pays, vraiment, c'est la catastrophe pour nous. Si l'État sénégalais un beau jour se réveille pour dire, bon, maintenant on annule les accords de pêche, bon là, personne ne trouvera rien à dire. Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que l'État sénégalais n'annule pas les accords de pêche? Si le Sénégal un jour refusait de signer les accords de pêche, il y a de fortes chances que, par exemple, un État européen dise que je ne vous appuie plus, par exemple, dans le domaine militaire ou dans le domaine agricole, etc. Souvent, les pays africains sont obligés, ayant besoin de liquidités, mais aussi donc ayant besoin de continuer la coopération avec ces pays européens, mais d'accepter de signer ces accords, tout en sachant qu'en vérité, dans les perspectives, c'est eux qui sont perdants en réalité. Le temps des colonies est révolu, certes. Mais depuis, une autre forme de colonisation a déjà vu le jour en Afrique. Pernicieuse, insidieuse, sournoise. Elle agit par la force du chantage politique, non plus par la force des armes. Ici, il n'est plus question de posséder un territoire, mais bien de posséder un marché économique. Sans aucun souci de préservation des ressources, les pays du Nord creusent inlassablement le trou du cercueil africain. Les rapports Nord-Sud, depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, ont tout le temps été des rapports inéquitables. C'est vrai. À chaque fois que le Nord se rend au Sud, c'est uniquement pour faire des affaires.